Bienvenue sur DMG TV, des histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et de partager. Et j'aimerais vraiment qu'à chaque histoire, si c'est que tu as retenu quelque chose, tu me le signales en commentaire, genre, dans l'histoire 1, je remarque que, dans l'histoire 2, je remarque que. Surtout, dites-moi en commentaire d'où vous regardez la vidéo, si c'est au Cameroun, si c'est hors du pays, dans quel pays exactement. Comme ça, on va voir la portée de la page. Tous les jours, on poste une vidéo qui contient plusieurs histoires à 12h00 sur YouTube. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Et le but est de sensibiliser. Donc, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker, de partager et de vous abonner à la page. J'espère que tu vas bien. Bon, je voulais vous raconter l'histoire d'une de mes copines qui est morte mystiquement. Bon, c'était à l'époque, en 2019. J'avais une copine qui avait un petit restaurant au quartier. En plein Carrefour, un petit restaurant au quartier. Elle vendait de la nourriture. Bon, à tout moment, ma copine, vraiment, elle s'attaquait à tout le monde. Tu viens demander le prix de sa nourriture que tu n'as pas acheté. Tu auras problème avec. Si tu finis de manger, bon, tu es en train de manger que la sauce n'est pas suffisante. Ah, ma chérie, s'il te plaît, je peux ajouter un peu de la sauce. Elle va commencer à t'insulter copieusement. Tout le monde fait des reproches. Son nom même était parti dans tout le quartier que vraiment, la fille là, vraiment, elle est un peu arrogante, tout. On essaie de lui faire revenir à la raison. Bon, quand tu lui parlais, elle pensait que tu étais un peu jalouse d'elle. Donc, un jour, il y a un vieux qui venait acheter de la nourriture. Le vieux est un peu âgé. Le vieux a fini de manger, restait un peu, la nourriture n'est pas finie. Donc, il manquait la sauce. Ah, ma fille, s'il te plaît, tu peux ajouter un peu la sauce pour terminer la nourriture. Elle a copieusement insulté le monsieur. Le monsieur. Va à la maison, dis à ta femme de préparer. Mais tu veux qu'elle mette mon pipi dans la sauce. Ah, lui dit, c'est pas comme ça on parle au client. Il dit, je m'en fous. Tu veux, il ne faut plus venir manger ici. Le monsieur n'a plus mangé, il a laissé la nourriture, il a levé sa main. Il a dit, regarde-moi bien. La manière tu m'as insulté là. Plus jamais tu vas insulter quelqu'un comme ça de ta vie. Elle a dit, tu peux me faire quoi? Tu es qui? Tu peux me faire quoi? Le monsieur n'a pas parlé, il est parti. 1 mois, 2 mois après, sa maladie a commencé. Je me rappelle, sa maladie a commencé en mai, pendant la fête de mai. Elle disait que ça n'était pas bien. Elle disait que c'était le palu. Fait les petits traitements de palu. Rien. Après, on lui disait que non, que c'était, comment on appelle ça? Peut-être c'est la typhoïde. Faisait les traitements de typhoïde. Rien. Au fur et à mesure, la maladie s'empirait. Elle était grande, en forme bien claire. Au fur et à mesure, la maladie s'empirait. Elle perdait le poids. À un moment même, elle était paralysée. Ah. On la transportait partout dans les hôpitaux. Ils font les analyses, ils ne voient rien. Ils font tout, ils ne voient rien. Donc je dis à sa mère, ah, comment je partais dans une église évangélique, je dis à sa mère, que, ah, où je vais, le monsieur, apparemment, il a l'esprit de Dieu, aller voir le monsieur. Donc sa mère et moi, à 6 heures, on l'a transporté. Puis on n'arrivait même plus à marcher, donc on a de la porter. On l'a porté, on est parti à l'église. Le pasteur a commencé à détailler. Sa mère même, elle a commencé à pleurer. Ma fille, à tout moment, on venait me parler. Ah, voilà ce que ta fille fait, je te donne le conseil. Toi-même, tu vas chercher ta mort. Et une nuit, elle a piqué une crise. On est parti avec elle à l'hôpital, au CHU de 13 juillet. Arrivée là-bas, elle est couchée comme ça. Finalement, elle n'arrive même plus à parler. Elle est couchée comme ça. Le sang, bien congelé, c'est comme la viande fraîche. Ça sortait de son vagin. Ça sortait. Ah. Le médecin, non, ça montait mal, elle a peur. Le médecin, ah, viens voir ce qu'elle a, ma fille. Les médecins, eux-mêmes, ils sont stupéfaits. Ah, eux n'ont jamais vu ça. Parce qu'ils font les analyses, rien. Donc le médecin a appelé sa maman. Ah, madame, venez, je vais vous parler. Votre fille, on ne sait pas de quoi elle souffre juste. On fait toutes les analyses. On ne voit rien. Donc vous êtes ici, vous dépensez tellement de l'argent. Donc c'est mieux, vous allez partir qu'elle à la maison. Elle a fait 7 mois de maladie. De mai jusqu'en novembre. Elle est décédée le 2 novembre. Un samedi. Moi, j'étais sortie. Mon fils m'appelle. Ah, maman, ton petit temps est décédé à la maison. Vraiment, c'était la catastrophe. La catastrophe. Après, l'ambulance est venue, le corbier est venu la chercher à la maison devant sa fille. C'était une mère célibataire. Elle est morte, elle a laissé sa fille.
Comment c'était pour donner un conseil à mes soeurs. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Donc, voilà l'histoire d'une abonnée qui a envoyé son histoire en inbox. Désormais, c'est possible. On va jouer les histoires en live. Donc, n'ayez plus peur d'envoyer vos histoires en inbox que je ne vais pas répondre, je ne vais pas poster. Maintenant, je vais jouer ça en live. Donc, on va prendre une histoire en direct là. Et voilà. Bonsoir, parole. Bonsoir. Oui, tu m'entends bien? Très bien. Ok. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une dame qui s'est retrouvée dans une tontine parce qu'elle aimait manger la viande. Mon papa était fonctionnaire de campagne là et on l'affectait dans des petites villes. Dans une petite ville dont on était, où le marché se passait une fois par semaine. Il y a une dame qui aimait acheter beaucoup. La viande de bœuf là, elle aimait acheter. Et puis il y avait une vendeuse de tomates à côté chez qui elle achetait la tomate, comme on appelle asso. La dame l'a constaté que son asso aime beaucoup acheter la viande. Elle lui dit un jour, je vois que tu aimes manger la viande. Moi, je vais te montrer comment moi je mange la viande. Ça ne me coûte pas cher. Acheter les aoussa là, ça coûte très cher. La dame dit, ok, tu vas me montrer comment tu fais. L'autre lui dit, bon, dimanche après-midi, vers 14h, attends-moi ici au carrefour. Je vais te montrer comment moi je fais pour manger la viande sans que ça ne me coûte cher. Elle amène la dame dimanche après-midi, elle se rencontre. Elle amène la dame dans une maison. Ce qui était curieux, c'est que quand ils arrivent, les gens sont assis. Quand vous venez, vous vous asseyez par ordre d'arrivée. Mais là-bas, les gens ne parlent pas. Les gens chuchotent seulement entre eux. À 15h net, on partage la viande, chacun rentre chez lui. C'est comme ça que la réunion l'a été. Tous les dimanches après-midi à 15h. Il faut être à l'heure, il ne faut pas arriver en retard. Le jour où la dame est arrivée, on lui a donné, la partie de la viande qu'on lui a donnée était comme la main du singe. C'était bizarre. Elle regarde, c'est la viande du singe, c'est la viande de l'homme. Elle n'a rien compris. Elle n'a pas mangé ça. Quand elle est rentrée chez elle, elle l'a mis dans le grenier. Elle a gardé. Tous les dimanches, quand on lui donnait une partie, elle mettait dans le grenier, elle ne mangeait pas. Et ça allait à tour de rôle. Maintenant, c'est son tour de donner la viande qui est arrivée. Quand son tour arrive pour donner la viande, elle dit, mais mon tour, comment? Vous m'avez dit qu'on donne la viande pour rien, ça ne coûte pas quelque chose. Les autres lui disent que toi, tu croyais comment? Donc, nous, on donne à tour de rôle. Toi, tu manges seulement, tu ne donnes pas. On lui demande, elle lui demande donc c'est quelle viande qu'on doit donner. On lui dit que quand toi tu regardes la viande qu'on te donne souvent, ça ressemble à quoi? Tu dois donner quelqu'un. Elle n'avait qu'un enfant unique, un garçon unique qui avait 13 ans. La dame dit que je ne suis pas dedans. Je n'ai pas demandé qu'on m'amène ici ou qu'on me donne la viande gratuitement. Moi, je n'ai pas la viande à vous donner. On lui dit en tout cas dimanche prochain, c'est toi qui donnes la viande. La femme est rentrée. Quand elle est rentrée chez elle, elle n'a pas pris ça au sérieux. Elle a laissé ça comme ça. Sachant qu'elle n'a pas mangé leur viande, ils ne vont rien lui faire. Le samedi, ils avaient une manière d'envoyer des signaux. Ça veut dire qu'on t'envoie déjà une alerte pour te rappeler que demain, c'est toi qui nous donnes à manger. Il lui a envoyé 3 cafards la nuit. Elle a tué, elle a jeté. Le dimanche matin, la dame qui l'a amené là-bas vient lui voir en lui disant que j'espère que tu sais que cet après-midi, c'est toi qui nous donnes la viande. La dame lui dit, je ne vous ai pas dit que j'ai la viande à vous donner. Moi, je n'ai pas la viande à donner à quelqu'un. Et puis, je ne suis plus membre de votre réunion. On lui a dit, c'est trop tard. Vers midi, on lui envoie 3 escargots le dimanche. Elle a tué les 3 escargots. Elle a jeté, elle n'est pas allée à leur réunion. Le lundi matin, elle se réveille. Quand elle se réveille lundi matin, la dame qui l'avait amenée là-bas vient encore et lui dit, hier, tu as fait qu'il n'y a pas eu la réunion. Nous, on n'a pas mangé la viande hier et tout le monde est fâché. J'espère que tu es prête aux conséquences. La dame dit, je ne vous ai pas dit que j'ai la viande à vous donner. Je ne veux pas entendre parler de votre réunion là. Je ne suis plus avec vous. Quand elle a dit ça, elle est allée au champ. L'autre dame est partie. Vers midi, elle voit 3 chenilles alignées. Ça venait toujours en rang 3. Elle a tué, elle a jeté. Vers 13h, quelqu'un vient de la maison en pleurant. On lui dit que son enfant est mort. Elle dit, c'est les jeux. Mon enfant est mort, que mon enfant était malade avant que je ne sorte le matin. Pour raconter des histoires. Mon enfant n'était pas malade, il n'est pas mort. En tout cas, j'arrive. Je finis la parcelle que je travaille là, je reviens. Vers 14h, elle porte sa haute au dos.
avec tout ce qu'elle avait préparé pour rentrer préparer à la maison. Elle arrive, elle trouve effectivement que le corps de son enfant, l'enfant est décédé. Et ce qui était curieux, c'est ses amis sorciers là qui étaient autour. Chacun pleure en regardant la partie qu'elle doit lui rendre. Ça veut dire que si c'est le pied que quelqu'un t'avait donné, tu lui rends le pied quand tu partages la viande. La dame ne les a même pas regardés. Elle est allée à la cuisine, elle a préparé la nourriture de son enfant. Quand elle a fini de préparer, elle vient déposer la nourriture de son enfant sur la table. Elle dit, mon enfant n'est pas mort, hein. Dites-lui de se lever et venir manger. Moi, je ne vous ai pas dit que j'ai la viande à donner à quelqu'un ici. Et puis vos viandes que vous me donnez d'habitude, là, moi, je n'ai pas mangé vos viandes. Elle est allée à la cuisine DMG, comme je t'ai dit là. C'est pas que c'est une histoire qu'on m'a racontée. C'est quelque chose que j'ai vécu dans la ville où j'étais là. En plein jour, pas la nuit. Elle est allée porter la haute là. À la cuisine, elle est venue avec. Elle prend les morceaux de viande et donne à tel, elle dit, toi, voici ta viande que tu m'avais donnée. Toi, voici pour toi. Toi, voici pour toi. Toi, voici pour toi. Mon enfant n'est pas mort, je n'ai pas mangé vos viandes. Maintenant là, faites que mon enfant s'élève. DMG, la petite ville là. Tout le monde était aux aguets du Congo-Ça. La gendarmerie s'est mêlée de l'histoire-ci. On est venu porter les gens là, avec toute leur viande que la femme là les rendait. L'enfant s'y s'est levé DMG. On a porté les gens là, on les a amenés à la gendarmerie. C'est seulement pour dire aux gens que quand tu aimes quelque chose, achète ta chose avec ton argent. Quelqu'un ne va pas te dire, je sais où on donne gratuitement. Tu t'en vas. L'onjo aussi, ça cale au cou. Donc vraiment, méfions-nous. Et puis tu vois une tontine bizarre où les gens ne parlent pas. On partage la viande, on rentre. Toi, tu prends, tu continues de partir. Donc voilà ma petite histoire DMG, que les gens se méfient. L'onjo là, ce n'est pas bien. Donc voilà, bonne soirée à vous. Merci beaucoup, parole de Dieu. Bonsoir, salut. J'espère que tu vas bien. Oui, bien, merci. Et toi? Très bien. Oui, je n'ai pas grand chose à raconter, mais je vais juste raconter une toute petite histoire qui s'est passée quand j'étais au Cameroun. Ça fait déjà presque plusieurs années. Je suis allée chez un ami. J'ai fait là-bas chez lui 2 jours. Pendant les 2 jours, je n'ai pas pu dormir les 2 jours. Et ces 2 jours, s'il te plaît, il se passait que, il se fait que, excuse-moi parce que je parle tout maintenant trop allemand plus que français. Il se fait que la personne en question, notre bailleur, avait un serpent et ce serpent sortait au moment où nous, on voulait dormir. Quand on partait maintenant se coucher, c'est là où le serpent lui sortait. Donc, un beau jour, on s'est levé. On a décidé de ne pas dormir tôt. On est allé se coucher presque vers 23h. J'ai dit au gars, moi particulièrement, je suis chrétien. Si tu ne pries pas, moi je vais prier. Il m'a fait comprendre que non. Lui aussi, il est chrétien, mais il n'aime pas prier. Et je ne savais pas que le gars en question, lui-même, en faisait partie, connaissait ce qui se passait avec le serpent, quoi. Donc, moi, j'ai fait ma prière et je me suis couchée. Le lendemain, non, vers 1h du matin, j'ai entendu les bruits sur la toiture. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'il y a quoi sur la toiture? Qu'est-ce qui se passe sur la toiture? Je n'ai pas pu dormir. Mais mon ami, lui, il dormait très bien. Et sa femme, il dormait sans problème. Mais moi, je ne parvenais pas à dormir. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui m'a envoyé ici? J'ai appelé mon ami, lui demander, mais tu n'entends pas ces bruits qui se passent sur la toiture? Il me fait comprendre que non, tu n'as pas besoin d'écouter tout ça, il faut dormir. Bon, je me suis endormie le matin très tôt. On a trouvé le monde dehors. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? On me fait comprendre que le serpent, il y a un serpent qui nous dérange ici. Ce serpent, on a attrapé le serpent. Et quand ils ont attrapé le serpent, on a tué le serpent et brûlé. Au même moment, le monsieur qui avait le serpent est mort. J'ai dit au même moment. Ça n'a même pas fait 10 minutes, il est mort. Après sa mort, mon ami est tombé gravement malade. Complice. Oui.
Et j'ai demandé à sa femme, qu'est-ce qu'il a? Il allait bien toute la nuit et maintenant, là, qu'est-ce qui ne va pas? Sa femme me fait comprendre que non, que c'est peut-être le palu ou bien une malaise et tout. J'ai dit, ok, je ne rentre pas, je vais voir avec mes yeux. Je ne veux pas qu'on vienne m'expliquer que oh, c'est comme si, c'est comme ça. Je vais moi-même voir avec mes yeux. Je suis encore restée là-bas une nuit. La même nuit, quand je suis encore restée là-bas, le gars est tombé encore. Il est bon. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il s'est évanoui. On lui a porté, il a mené à l'hôpital. Ça n'allait pas. 30 minutes après, lui aussi, il est mort. J'ai demandé à sa femme, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui ne va pas ici dans cette maison? Qu'est-ce que tu fous ici? M'a fait comprendre, ma soeur, je ne peux pas te dire ce qui se passe ici. Je connais tout ce qui se passe, mais je n'avais pas le cœur. Elle n'osait pas parler. Elle ne pouvait rien dire, rien raconter. Il fallait qu'elle cache le secret parce que si elle disait la vérité, elle allait être victime. Et ce serpent empêchait qu'on arrange le goudron de ce quartier. Je ne peux pas dire le quartier, bon, je ne peux pas, ça ne vaut pas la peine. Ça empêchait qu'on arrange le goudron. Et le jour où on a tué le serpent, le monsieur est mort. 2 semaines après, le goudron est passé. Tu as vu ça? Le goudron est passé. Mais vraiment, mon frère, ce que moi je peux te dire, c'est juste dire à mes soeurs qui sont dehors que faisons attention. Faisons attention. Moi, je remercie le Seigneur. Je me suis mariée avec un homme d'ailleurs qui vient d'un autre pays. Ça ne veut pas dire que les hommes d'ailleurs n'ont pas de serpents aussi ou bien des Non, problèmes mystiques, tout cela. Non, je sais. Ils ont les serpents, mais tu vois, mais les serpents sont gentils. Ce que tu veux dire, les serpents pour eux, c'est gentil. Non. En fait, le conseil qu'on passe là, c'est pas chez tout le monde qu'on dort. Hein. Faut pas dormir chez tout le monde n'importe comment. Je t'assure. Oui, mais si c'est un ami à toi, qu'est-ce que tu peux faire? Je le connaissais depuis presque 8 ans. On a grandi ensemble. Je ne savais pas qu'il avait 4 yeux. Imagine un peu. Donc lui, il jouait avec nous, on était tout petits. Là, nous, on ne savait même pas avec qui on était ensemble. D'accord. Donc, vraiment... Merci beaucoup, Françoise, pour l'histoire. Vraiment, le message passe, le conseil aussi. Donc, on apprécie vraiment le fait de l'histoire. Merci. Ciao. D'accord. Oui, tu peux raconter ton histoire, s'il te plaît. D'accord. C'est une histoire que j'ai vécue. C'était en 2017. J'étais encore dans mon pays. Donc, c'était un jour après la fête de la Tabaski. J'étais chez une amie à moi. On faisait le collège ensemble. Donc, du coup, on était très proches. Parfois, j'allais chez elle. Je préparais même les repas là-bas. Et dans la maison où elle logeait avec sa mère, il y avait il n'est pas aussi vieux, mais c'est un gars, c'est un marabout. Un jour, j'ai préparé le déjeuner. Sa mère m'a dit, est-ce que tu peux donner au gars un petit peu dans son plat? J'ai dit, ok, pas de souci. Bon, j'ai préparé, j'ai donné le gars sa part. Il m'a dit, après, est-ce que tu peux revenir? J'ai besoin de te parler. J'ai dit, ah bon, d'accord, pas de souci. Mais j'avais un peu la chair de poule parce que il avait des fétiches. Donc, quand je suis retournée chez l'ami de mon ami, je lui ai dit, Tata, au fait, il y a le gars qui m'a demandé de venir. Mais moi, au fait, je n'ai pas confiance. Elle m'a dit, non, au fait, celui qui t'appelle, s'il ne te donne pas, il va te dire quelque chose, vas-y. Au fait, j'ai dit, ok, pas de souci. Après, quand je suis retournée, il m'a dit, au fait, je voulais regarder pour toi sur les coris. J'ai dit, ah bon, moi je ne regarde pas sur les coris parce que je suis musulmane.
Il m'a dit non, pas de problème. Donc, je peux ne pas mettre le courrier, mais juste te dire. Après, il m'a dit, au fait, je vois que, genre, tu es dans beaucoup de difficultés, genre. Je lui ai dit, ok. Il m'a dit, toi, tu devais dépasser ici depuis longtemps parce que je vois que tu as une bonne étoile. Genre, ces genres de trucs. J'ai dit, ok. Il m'a dit, après, tu peux amener un œuf pour que je fasse quelque chose pour toi. Après, je suis repartie chez la mère de mon ami. Après, il m'a dit, bon, tu peux acheter un œuf et lui donner. J'ai acheté un œuf, je suis allée lui remettre. Il a fait des invocations sur l'œuf, il a soufflé dessus et tout. Et quand il a cassé l'œuf, c'était comme c'est comme un serpent, un petit serpent qui est sorti de l'œuf. J'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Après, il m'a dit, toi, tu ne voudrais pas avoir beaucoup d'argent comme tes semblables. Les filles de ton âge, la majeure partie, elles ont de grosses voitures, une grande maison et tout. Je lui ai dit, bien sûr, je voudrais ça, mais au moment opportun. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, je vais te montrer quelque chose. Il a pris une boîte. Il a pris des feuilles et les a mis dans la boîte. Après, il a fait des invocations et tout. Quand il a rouvert la boîte, il y avait des billets de 10 000, des 10 000, 10 000, 10 000. J'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Il m'a dit, est-ce que tu voudrais tout ça? Je lui ai dit oui, mais je voudrais l'avoir en travaillant, pas de cette manière. Après, il m'a dit, mais tu peux l'avoir facilement. Je lui ai dit, facilement comment? Il m'a dit, bon, est-ce que tu es prête à sacrifier ta mère? J'ai dit, quoi? J'avais tellement peur que je tremblais, je pleurais de chaudes larmes. Je lui ai dit, mais comment oses-tu me demander ça? En fait, comment on peut sacrifier sa mère pour de l'argent? Non, je ne ferai jamais ça. Il m'a dit, ok, pas de souci, mais tu as quand même un copain, un gars que tu aimes de tout ton cœur. Tu peux nous le donner. Je lui ai dit, jamais de la vie, je ne sacrifierai jamais une personne pour de l'argent. Il m'a dit, ok, d'accord, c'est correct. Mais vu que tu ne veux pas sacrifier une personne, donc tu peux aller au centre genre transfusion sanguine. Je vais te mettre en rapport avec quelqu'un pour qu'il te donne une poche de sang. Tu me l'amènes. J'étais tellement sidérée que je lui ai dit, mais attends, monsieur, pourquoi tout ça? Juste pour de l'argent? Moi, je n'accepterai jamais de faire ces genres de choses pour avoir de l'argent. Je suis désolée. Et je suis repartie. Bon. Je suis allée raconter ça à la mère à mon ami, mais je n'ai pas osé le dire à sa mère parce que je me disais que, waouh, parce que j'ai vu aussi que sa mère commençait à fréquenter le gars. J'en ai parlé avec mon ami. Elle m'a dit, bon, si quelque chose arrive à un de mes petits frères ou une de mes petites sœurs, elle va avoir affaire avec moi. Après, depuis ce jour-là, même si je vois une fille ou bien si je vois une personne riche, à chaque fois, ça fait un tilt dans ma tête. Je me dis, mais attends, peut-être qu'il a fait ce genre de choses pour avoir de l'argent. Mais bon, c'était ça mon histoire. C'est juste pour prévenir les gens de faire attention aux marabouts surtout. Donc, merci c'est beaucoup, pas sûr. Mado, pour l'histoire. Donc, De rien. c'est pas tout le monde qui est riche qui a trempé, donc c'est pas son marabout là, c'est Je sais, mais c'est juste une réflexe. D'accord. Là, le commentaire. Ok, merci. Quand mon père m'a envoyé à l'école, j'ai pris mon ardoise pour aller cueillir les mangas. Donc, je ne comprends rien. Donc, ce soir, je vais te proposer, bon, j'avais pensé à 3 histoires, mais je vais faire court, proposer 2 histoires et laisser la place. Et là, il y a
une histoire qui m'est arrivée le lundi. Il m'est arrivé le lundi, et les deux copines, une qui ramasse les couches de bébé pour aller se faire de l'argent. Et le beau-père qui a bassé sa belle-fille et son enfant pour pouvoir devenir riche. Je commence par lequel? On va prendre toutes les histoires. Tu sais qu'on va toujours prendre toutes les histoires. Laisse-nous les trucs. Tu commences par lesquels là? D'accord. Le lundi, j'étais à la maison et quelqu'un m'a appelé. Il me dit qu'ils avaient besoin de moi. Et j'ai pris ma voiture, je suis allé sur place pour voir de quoi il s'agit. Et c'était une femme. Et cette femme, ils sont allés la chercher dans son bureau parce que c'est une femme qui a l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, la concernée en question, c'est une personne ils étaient allés à l'école avec cette copine et ils ont fait l'université ensemble. Après, bon, chacun a cherché sa route. Et la concernée en question, elle n'avait pas trouvé de boulot parce qu'elle était veuve et elle était, bon, je vais dire orpheline ou bien, je ne sais pas trop comment vous parlez le français. Orpheline. Donc, voilà, orpheline. Donc, elle se cherchait, elle est rentrée dans une situation amoureuse compliquée, le gars l'a enceinté, l'a abandonnée, donc voilà, elle se cherchait. Et il s'avérait qu'elle a rencontré cette copine avec laquelle elle a fait l'université, qui était dans une grosse voiture, qui avait changé complètement et tout. Et ils se sont parlé, ils ont fait des retrouvailles, ils se sont embrassés. Bon, ma copine, tu es devenue quoi? Tu as trouvé l'argent ou pas pour payer ta voiture? Donc c'est comme ça, sa camarade lui a fait comprendre qu'elle fait des affaires. Qu'elle fait des affaires et que les affaires marchent bien. Et tandis que la concernée en question lui faisait comprendre que rien n'allait de son côté, voilà, qu'elle venait d'avoir un bébé, que le père de l'enfant l'a laissé, donc elle est toujours dans sa galère. Donc, sa copine l'a invité à prendre un pot dans un restaurant, ils sont partis et tout. Et elle lui a donné rendez-vous dans sa société. Effectivement, elle a répondu, la concernée en question a répondu à ce rendez-vous. Elle est partie. Et parce que l'autre lui avait promis de lui trouver un boulot. Et quand on dit ça, tu vas penser que c'est lui trouver un boulot dans un bureau. Hein. Donc, elle est allée. Ils ont parlé et il lui a demandé quel est le boulot que tu veux me confier. Et sa copine lui a dit, le boulot que je vais te confier, c'est simple, mais tu vas gagner beaucoup d'argent. Et ce boulot, tu vas passer les nuits ou les soirées sur les zones où on verse les couches des bébés. Tu vas me ramasser les couches des bébés et chaque fois que tu vas me livrer 16 couches, chaque semaine, je vais te donner de l'argent. Et la conseillère lui a demandé, c'est tout? Elle a répondu, oui, c'est tout le boulot que je veux te confier. Mais ne mets jamais le couche de ton bébé dedans. Bon, c'est rien. Donc, elle a commencé et elle faisait tout son possible pour regrouper les 16 couches chaque semaine. La première fois qu'elle était partie, elle était rentrée avec 5 millions. Quand elle avait ramené les 16 couches à sa camarade, elle a pris 5 millions. Elle a demandé à sa camarade, mais c'est l'argent des 5 couches là, des 16 couches là que je t'ai apporté. La camarade a dit oui, c'est que le début. Hein. Si tu fais plus d'efforts, tu vas gagner plus. En rentrant, elle est passée dans un pressing. Elle a prête à porter, voilà. Elle s'est ravitaillée des habits pour sa soeur, parce que c'est sa soeur qui garde son bébé à la maison. Des sacs, voilà quoi. Quand même, c'était de l'argent qui était rentré. Donc, quand elle est rentrée, la soeur avait paniqué parce que la soeur lui a demandé, mais tu as trouvé l'argent où pour acheter tout ça? Et elle a répondu à la soeur, non, c'est une copine qui m'a mis dans un business, apparemment, ça rapporte de l'argent. Alors que la copine avait dit à la concernée que ils prennent les couches pour faire du recyclage. Donc, elle avait plus taille d'importance. Donc, elle allait, à chaque fois qu'elle ramenait 16 couches, elle prenait 3 millions, parfois 5 millions, donc voilà quoi. C'était rien, mais l'argent commençait par rentrer facilement. Donc, elle s'est laissée emporter. Il s'est arrivé une semaine qu'elle a cherché les couches des bébés, là, qu'on jette les tas d'ordures dans les poubelles un peu partout, et qu'elle avait trouvé que 15. Donc, il ne manquait qu'une seule couche pour qu'elle ramène les 16 comme elle le fait d'habitude. Elle n'avait pas trouvé. Donc,
elle a pris le couche de son propre bébé. Pourtant, sa camarade lui avait interdit de ne jamais mettre le couche de son enfant dedans. Donc, ça faisait les 16 couches. Elle a apporté, elle a pris l'argent, comme d'habitude, elle est rentrée. Et 2 semaines plus tard, son enfant a fait une crise. Et en moins d'une heure, l'enfant est décédé. En moins d'une heure, l'enfant est décédé. Donc, ça a fait peur à tout le monde parce que pour un enfant qui allait bien, qui n'était pas malade, qui n'avait même pas une fièvre, qui n'avait rien de particulier comme problème de santé, décède donc ou comme ça. Donc, ça a mis tout le monde sur le choc. Et c'est là que la grande sœur de la concernée lui a demandé, les couches que tu ramasses, tu fais quoi avec? Et elle lui a dit, c'est ma copine qui me demande de les ramasser parce qu'elle a une société de recyclage de couches. La grande sœur lui a dit, accompagne-moi chez ta camarade là. Ils sont allés chez la camarade et la grande sœur a menacé la camarade pour lui dire, si tu ne me dis pas ce que tu fais avec les couches que ma sœur te ramène ici, je vais te faire une mauvaise publicité parce que je vais crier ici jusqu'à ce que tout le monde sache que tu es une sorcière. Et elle a fermé son bureau et elle a demandé à sa copine qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que la conseillère lui a dit, la dernière fois que je t'ai ramené les couches ici, j'avais pris la couche de mon propre enfant et il vient de décéder. Et elle n'a pas tardé à dire ouvertement qu'elle utilisait les couches pour faire des rituels. Elle allait faire des rituels avec. Et c'est pour ça qu'elle lui avait prévenu de ne jamais mettre le couche de son enfant dedans. Donc, ils étaient dépassés. Donc moi, je suis allé, j'étais assis tranquille. Ils ont raconté, chacun a raconté sa part des faits. Et ils m'ont dit qu'ils allaient convoquer la dame. J'ai dit ça, même le procureur sera dépassé parce qu'il ne pourra pas résultat. Donc c'est comme ça, un enfant est parti juste parce que quelqu'un a eu la main sur son couche. Déjà, c'est pour dire aux mamans ici qui jettent le couche de leurs enfants un peu partout, de faire attention. Parce que si c'est arrivé, c'est que ça a l'habitude d'arriver. Et je me rappelle bien aussi d'un coiffeur qu'on avait arrêté ici au Bénin qui vendait les cheveux de ses clients. De jeter les couches des enfants n'importe comment. Les voilà. sous-vêtements, tout ça là. Exactement. Donc, je me rappelle aussi qu'on avait arrêté un coiffeur qui vendait les cheveux de ses clients. C'est un client qui l'a surpris un jour et cette affaire a éclaté. Donc, pour les mères qui jettent les couches, faites beaucoup attention. C'est important. Ça, c'était la première histoire que j'ai vécue au début de semaine. Hein. Seulement le lundi. C'est encore debout. On n'a pas encore fini de régler ça. C'est encore debout. Très bien, merci. Ok. Donc du coup, mon histoire, en fait, que je vais te raconter, elle s'est passée à peu près il y a 10 ans. J'ai donné ma vie au Seigneur, mais je ne marchais pas encore très bien dans le Seigneur. Avant de donner ma vie à Dieu, j'aimais beaucoup les garçons. Moi, vraiment, j'aimais les garçons. De toute façon, j'aimais trop les garçons. Et quand je donnais ma vie à Dieu, j'avais un copain, un petit pompier, comme je les appelais, avec qui j'étais. On devait se voir une soirée. Donc je suis partie chez lui comme d'habitude et tout. On a fini de faire la chose, on était bien. Franchement, je m'entendais bien. C'était vraiment quelqu'un avec qui je passais un bon moment avec lui. Et ce soir-là, en fait, on a fini. Il était genre 4 heures du matin. On s'était endormi en fait. Et à 4 heures du matin, DMG, sur le lit, je vois une de ces belles femmes. Une de ces belles femmes assises sur le lit. Mais une femme tellement belle que tu dis que ce genre de beauté n'existe pas. Même les Américaines que tu vois, c'est pas ce niveau en fait. Elle était trop belle. Et donc du coup, je la vois, elle me regarde dans les yeux, puis elle avait les yeux un peu comme le chat, gris, façon, elle était trop belle, avec des longs cheveux, vraiment très très belle. Elle me regarde et tout, et elle me dit, elle m'appelle par mon prénom, et après elle me dit, tu sais très bien que je ne peux pas te toucher, mais l'homme avec qui tu es, c'est mon mari. Oh, j'avais tellement peur. J'ai dit, mais comment ça? Elle me dit, oui, je ne te parle pas plus. Sache que je ne veux plus te voir avec lui, c'est parce que c'est mon mari. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu peur. Donc du coup, parce qu'elle était c'était le clair obscur, c'était le début du matin. Donc il y avait la lumière du jour qui passait dans la chambre.
Et à ce moment-là, je me suis dit non, j'ai mal regardé, enfin, c'est pas possible. Et donc, du coup, j'allume la lumière. Et quand j'allume la lumière, il n'y avait plus personne. Donc, le garçon qui était couché avec moi, je le réveille et tout, je lui dis, hé, mon ami. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout, enfin, pourquoi tu me réveilles à cette heure-ci et tout. Je lui dis, il y avait une femme qui était là. Il me dit, qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, il y a une femme? Toi et moi, on est venus dans la journée, enfin, dans la soirée, on a passé un moment ensemble, il n'y a eu personne ici. Et j'habite tout seul, donc il n'y a pas de personne qui devait venir. J'ai dit non, il y avait une belle femme ici, une belle métisse qui était assise ici sur ton lit et tout. Donc je lui explique et tout, je dis bon, je ne sais pas comment tu vas le prendre, sache qu'elle m'a dit que tu étais son mari. Et elle me dit, je dis je ne sais pas, mais il faut que tu pries parce que vraiment c'est trop bizarre. Et après il m'explique que oui, c'est vrai, je fais souvent des rêves, dans les rêves, je vois une belle femme qui vient m'embrasser, mais c'est une belle femme en haut et en bas elle a des pieds de chèvre. J'ai dit DMG, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais revu, j'ai fui le gars. Jusqu'à maintenant, des fois je le vois, je l'esquive, j'ai fui le gars. Et depuis ce jour-là, je veille à ma sanctification. Même les garçons, je fais attention, quoi. Donc, c'était ma petite histoire, quoi. Voilà. Donc, tu partais d'abord chercher le plantain. Ok, il n'y a pas de problème. Mais franchement, ça m'a été une bonne leçon pour moi. Hein. Plus jamais, c'est bon. Donc voilà, bonne soirée à vous. Faites juste attention. Non, il n'y a rien. Lumière, bonsoir. Bonsoir. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire que ma grande sœur a vécue. Bon, ça s'est passé à Garoua, au nord du Cameroun. Donc, un soir, elle a volé la route, comme on dit souvent, pour aller en boîte avec ses amis. Parce que mon papa, il était strict, il n'aimait pas les sorties nocturnes, quoi. Quand elle sort, elle part en boîte. Elle dit qu'elle était en train de danser et tout avec ses amis. Il faisait tellement chaud. C'est là qu'il décide de sortir pour, comment dire, pour respirer un peu, quoi. Et dehors, ils étaient là assis, il y avait les garçons et les filles, quoi, ils étaient ensemble. Et puis, subitement, ils entendent, il y avait une route, quoi, Subitement, ils entendent un chat qui miaule. Quand ils se retournent, ils voient une chatte qui est avec ses petits. Ils étaient en train de traverser la route. Puis, il y a une voiture qui est arrivée. La voiture a cogné un chaton. Et puis, la chatte, avec ses autres chatons, sont partis. Mais le petit chaton était là, couché, et il pleurait en langue fulfulde. Je ne sais pas si vous connaissez le fulfulde, une langue du Cameroun, quoi. Yeah. Oui, le chaton pleurait comme un être humain. Et il parlait, il disait « Wayo Allah, wayo Allah ». C'était tellement bizarre. Quand elle est rentrée, c'était sa dernière fois d'aller en boîte. Le chat pleurait comme un être humain. Voilà, c'est mon histoire. Hein. Donc, je voulais conseiller les gens qui aiment sortir souvent, aller dans la nuit, aller danser ou je sais pas. Quoi, méfiez-vous la nuit, là. Les esprits sont là. Les sorciers et autres, ils sont là. Ils ne s'amusent pas. Ils sont... D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Hey, avant de continuer, si tu n'as pas encore liké la vidéo, like d'abord la vidéo avant de continuer. Hey, c'est comment? Comment on est nombreux comme ça et puis on like, on voit les vues, on fait 4000 vues avec seulement 500 likes. C'était une amie à moi qui a fait la rencontre d'un jeune homme. Bon, il n'est pas dit d'un jeune homme, d'un monsieur pour qui les deux ont commencé à cheminer. Donc, la relation au début, ça se passait bien. Les deux étaient des grouilleurs au fur et à mesure et ça commençait à aller. La relation a commencé à aller. Mais le monsieur, il avait eu un enfant auparavant. Donc, quand il a commencé à avoir la stabilité, le monsieur a demandé à ce que son fils vienne s'installer avec lui et sa chérie. Donc, pour faire un foyer à 3. Donc, les deux ont commencé à
Et désolée, je lis un peu le commentaire. Faut pas lire Les les deux, commentaires, faut pas lire. Concentre-toi sur l'histoire simplement. d'accord. Donc, les deux ont commencé à faire un foyer avec l'enfant et tout se passait bien. Il y a la belle-mère qui est venue faire un saut à la maison, genre pour voir comment le truc se passait, pour passer voir son enfant au juste. Donc, elle est venue et elle dit elle est venue faire 1 jour, 2 jours. Arrivée là, elle a vu comment ça se passait, comment le foyer était. La dame a décidé de venir. Mais une semaine, elle ne veut plus partir. Soit disant qu'elle va regarder l'enfant, alors que la dame était là. Genre, la chérie du monsieur, la chérie de son fils était là. Donc, puisque la vieille est venue s'installer complètement à la maison, donc le monsieur a dit à sa femme, bon, on a notre petite entreprise, je souhaiterais bien que tu viennes travailler avec moi. Et à la pause, c'était dans le même quartier. À la pause, tu vas rentrer, faire la nourriture, tout ça. La maman s'est proposée de laisser la nourriture qu'elle-même va s'en charger. Elle s'est proposée. Donc, c'est la maman qui s'occupait du foyer, je peux dire de la nourriture et de la maison, sachant que la dame va travailler avec son fils. C'est comme ça se passait. Déjà, dans la nourriture, la femme, elle a fait la sorcellerie et bassé son fils. Arrivé à un certain moment, le fils ne s'occupait plus de sa chérie. C'est vrai qu'il n'avait pas fait la dot, mais ils vivaient ensemble du genre en concubinage. Il s'occupait plus de sa chérie, c'est uniquement de sa maman. Et elle a eu à aller à l'église, le prêtre a eu à l'appeler pour dire, ah, mon enfant, bon, je vois un truc, moi, je ne peux pas trop te dire. Mais ce que j'aimerais bien te dire, c'est que... Mais ta connexion bug beaucoup et puis moi je suis un peu perdu à un niveau où le fils là c'est le garçon de la maman là ou bien c'est seulement c'est un peu genre sa belle-mère. Le fils c'est le garçon à la maman, Quand je dis Jean, le papa, l'homme de la maison, c'est lui qui est le fils. Si je veux énoncer Jean, le petit garçon, j'allais dire soit le petit-fils ou je crois le petit garçon. Ma connexion bug à quel niveau pour que je puisse répondre? Ça s'est coupé un moment là, on n'a pas suivi ce que tu disais, on a seulement suivi là où tu dis sa copine est venue à la maison. Sinon après, avant ça on n'a pas... D'accord, donc je réponds pour dire, la maman était venue s'installer. Le monsieur et sa femme ont monté une petite entreprise. Le monsieur et la dame ont monté une petite entreprise. Donc, comme c'était dans le même quartier, donc le monsieur a dit à sa femme, tu vas être ma secrétaire et à la pause ou soit tu vas vite rentrer. On va faire comme ça. Essaye un peu de recommencer un peu plus posément. Là, je te pose, tu recommences un peu plus posément, voilà. Avant de... D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Donc je reprends, l'histoire s'intitule La belle-mère qui épouse son fils en sorcellerie. Il y avait une jeune fille que je peux nommer Stéphanie. Stéphanie, comme on le dit chez nous, dans ses grouillements, a fait la rencontre de Stéphane. Donc les deux personnes ont décidé de cheminer ensemble. Donc dans le chemin qu'ils ont pointé, ils ont eu à bâtir soit une petite entreprise. Et le monsieur, il avait un enfant que je vais appeler Junior. Donc le Junior vivait avec sa maman, sachant que son papa n'était pas encore stable. Donc Stéphane a demandé à ce que, quand il y a eu un peu de stabilité, Stéphane a demandé à ce que Junior puisse venir s'installer pour former une famille. C'est dans ce contexte que se bâtit la famille. Donc tout allait bien, jusqu'à ce que la maman de Stéphane décide de venir faire un séjour à la maison. Ils ont salué son fils, sa belle-fille, tout ça. Donc dans son séjour là, c'est devenu une histoire de 1 semaine, 2 semaines, pour finir, elle ne veut plus partir. Donc Stéphane a dit, bon, vu que sa mère est là, lui il souhaiterait bien que sa femme puisse venir continuer à travailler avec lui. Étant sa secrétaire, et je suppose que dans la soirée, à la descente, elle va vite descendre pour aller faire à manger, nettoyer la maison. Tout. Donc la maman s'est proposée, disons, donc de laisser, la belle-mère s'est proposée de laisser
pour, pour qu'elle puisse faire la nourriture et le ménage et tout. Eux, ils n'ont qu'à s'occuper seulement que du travail. Déjà, dans la proposition qu'elle a faite, c'était une manière, disons, d'envoûter son enfant dans la nourriture. À travers la nourriture et le ménage, on peut dire le lit. Qu'elle partait faire le lit, elle faisait des envoûtements là-dessus. Qu'elle donnait la nourriture à manger, et même à son enfant. Elle voulait que seulement son enfant mange seul. Et dans ça, elle envoûtait le monsieur. Mais elle s'arrangeait de telle sorte que le monsieur et la femme ne mangeaient jamais ensemble. L'occasion qu'ils mangeaient ensemble, c'était rare. Même la dame, la femme du monsieur, a eu à se plaindre. Que pourquoi, mais ça se passe comme ça. Elle dit non, vu que tu rentres, toi, il faut aller te laver, lui, il va manger le temps que l'autre revienne, tout ça. Le couple a une fois allé à l'église et le pasteur a recueilli la dame pour dire, ah, madame, moi, j'aimerais bien te parler. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton ménage. Je ne veux pas venir pour causer les polémiques, mais j'aimerais bien te dire de bien prier. De bien prier et de bien prier. Parce que ce qui se passe là, c'est vraiment dangereux. Donc, elle demande de bien prier comment? Non, de bien prier simplement. Et il y a un pasteur, elle a eu à... Puisqu'elle faisait en même temps le travail et elle allait à l'école. Donc, chez le pasteur, elle partait soit pour les compos. Et le pasteur lui a dit, mon enfant, j'ai vu quelque chose et j'aimerais bien que tu pries un moment. Elle dit, papa, tu veux que je prie comment? Ah, ce que je vois, c'est que voici ça, mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Parce que ta belle-mère, voici ce qu'elle fait. Donc, j'aimerais que tu fais des bains de purification, tu te mettes en prière, tu fais tel jour de jeûne. Et c'est comme ça, elle a décidé de faire. Le pasteur lui a dit, si tu fais telle chose, tu verras les conséquences. Elle dit, mais quelles conséquences, pasteur? Il dit, tu verras bien. Et c'est comme ça, elle a décidé de faire les jours de jeûne que sa belle-mère lui a donné. Que le pasteur lui a donné. À sa grande surprise, quand elle a fini ça, sa belle-mère s'est retournée contre elle. Sa belle-mère s'est retournée contre elle, disant que la fille, elle faisait de la sorcellerie. Elle se promenait au quartier pour dire que la fille la prenait comme l'esclave de la maison. La fille la prenait comme l'esclave de la maison, que comme une femme mariée ne peut pas faire la nourriture à son enfant. Alors que c'est elle-même qui a décidé donc de faire cette étape-là, cette étape du ménage. Elle se promenait pour raconter tout ça au quartier. Mais la fille ne savait pas que quand elle passait, voici ce qui était mentionné dans son dos. Donc, au fur et à mesure, il y avait des polémiques à la maison. La maison était complètement renversée. Chaque jour des histoires. Que ça faisait qu'elle et son mari, ils étaient complètement en conflit. Ça, c'est après la prière du pasteur ou après que le pasteur lui a mis en jeûne, tout ça. Arrivé à un certain moment, elle continuait toujours de prier. Elle a fait un jeûne de 3 jours secs. Et là, la belle-mère est tombée malade. Je vous dis, complètement malade. Quand la belle-mère est tombée complètement malade, ils sont allés pour dire c'est une histoire de cirrhose de foie. Et le pasteur l'a appelé pour dire cette étape qui vient de commencer, ça sera une étape de, disons, le début de la fin. Elle dit, mais le début de la fin signifie quoi? Il dit, tu verras seulement. Cirrhose de foie, ils sont allés enlever, je pense qu'ils sont allés extraire une histoire de 3 litres dans ses poumons. Dans son foie ou soit dans ses poumons. Donc, quand ils sont revenus, la belle-mère rentrée. Après ça, la belle-mère rentrée quelque part d'autre. Et puis, le pasteur l'a appelé pour dire où elle est rentrée là. Que si elle ne fait pas attention, c'est toi ou c'est elle qui va rester. Donc, j'aimerais bien que tu viennes même chez moi à domicile pour qu'on puisse prier. Je vous dis, à travers la prière et beaucoup de prières. Le monsieur, beaucoup de prières. À cette époque aussi de la prière, le monsieur avait décidé d'aller doter sa femme. Puisqu'ils n'étaient pas mariés, ils vivaient en concubinage. Donc, il avait décidé d'aller doter sa femme. Et la prière que la dame faisait, et où la belle-mère aussi est rentrée, l'histoire de dot, tout est renversé. C'est-à-dire la dot est tombée à l'eau.
elle a créé des histoires pour venir compléter, renverser sa famille sur elle, renverser elle, sa famille sur la jeune fille, raconter des papos. Je vous dis, toute sa famille est venue débarquer dans sa maison en train de lui faire des histoires, en train même de se battre avec elle. Dans, tout au fond, c'était une histoire jaune de sorcellerie au juste. Tout le monde est venu pratiquer la sorcellerie dans sa maison. Et à travers la prière encore, elles ont persisté toujours dans la prière. Le pasteur lui a dit de demeurer dedans parce que ce qui arrive, c'était le coup fatal. Et après ça, après c'était une histoire de 1 semaine de prière. La belle-mère, je vous dis, la belle-mère est décédée. Le lendemain de ces 7 jours, elle se réveille, la belle-mère est décédée. Elle touche la belle-mère, elle est décédée. L'enterrer au village, tous les villageois sont révélés quand elle peut dire que c'est elle qui a tué la dame. On dit non. Mais à quel moment ils sont mariés? Elle a épousé son fils là. Ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés. Ils n'ont pas pu se marier. Puisque tout le village est venu se renverser au moment où le monsieur a énoncé qu'il devait marier sa femme. Donc elle a appelé ses frères pour venir bien pratiquer la sorcellerie. Donc ils n'ont pas pu se marier. La belle-mère est décédée après les 7 jours de la prière du monsieur. Et je vous dis, c'est maintenant qu'ils sont tracés le programme du mariage. Bon, c'est un peu mon histoire. Le conseil que j'aimerais ajouter ce soir, c'est que c'est vraiment compliqué de vivre avec les belles-mères. C'est pas tous les belles-mères qui ont un bon fond. Certaines ont un bon fond, mais par contre d'autres, vraiment, c'est pas le cas. Donc, merci beaucoup à 12 bébés pour l'histoire. Ah, mais c'est quoi? Au dire tu me chasses. Non, ok. On va prendre une autre personne, non? Comme tu as un peu duré avec ton histoire aussi. Ok, pas de soucis, merci. Merci beaucoup. Ouais, maman. Je m'excuse. C'est tout mignon ce soir. Merci beaucoup. Faut couper. Allô? Allô, parole de Dieu. Oui. Alors, je vais raconter l'histoire d'un forestier. Les exploitants forestiers, là, ils coupent les arbres pour vendre. Ça se passe dans un pays d'Afrique de l'Ouest dans lequel j'ai vécu pendant un certain temps. Le monsieur a été exploitant forestier dans une zone où les gens lui disent ici, les gens ne sont pas des bonnes personnes. Avant de venir couper les arbres ici, là, il faut que tu travailles ton corps. Le monsieur était métis, il dit ça, c'est les choses des Africains. Un jour, ils sont allés en forêt pour couper un arbre. Pendant qu'ils coupent l'arbre, le sang coule. Ils coupent l'arbre, le sang coule. Le sang coule. Quand l'arbre était en train de tomber, une femme et un petit garçon sortent de l'arbre. Ils se mettent à courir. Ils disent qu'on a cassé notre maison, on a détruit notre maison. Ils sont sortis de l'arbre qui saignait là. Ils ont commencé à courir, ils se mettent de côté comme ça là. La dame dit au monsieur, comme tu as détruit ma maison là, tu vas voir ce qui t'est arrivé. En fait, le monsieur était du côté de l'arbre qui regarde la forêt et les employés qui avaient coupé l'arbre étaient du côté de la piste qui regarde le village. La dame lui dit, si tu es un homme, traverse l'arbre ici, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ses employés lui disent, ne traverse pas, ne traverse pas, ne traverse pas. Le monsieur dit, ça c'est les choses des Africains, il ne va rien m'arriver. Il a traversé l'arbre. Il a commencé à avoir mal aux pieds. Mal aux pieds. On dit qu'il a le diabète. Il a le diabète depuis quand le monsieur n'avait rien. Quand on vient voir à l'hôpital quel est le problème, on dit que le diabète est gangréné au stade où il faut couper le pied au genou. On coupe le pied au genou, il tombe encore de plus en plus malade. On dit qu'on coupe vers la cuisse. On peut couper vers la cuisse comment? Un pied même qu'il ne connaît pas depuis quand il est malade. Le monsieur n'a pas supporté la douleur de la chose là. Il est décédé DMG. Donc comme quoi, quand on va dans les zones des gens, il faut écouter les conseils que les gens nous donnent. Il n'y a pas à faire de blanc dans le village des gens. Tu es blanc, tu n'es pas blanc. Si tu rentres dans leurs affaires, ça va te tuer. Donc c'était ça mon histoire. Bonne soirée. J'ai dit la dernière fois que quand tu arrives sur un terrain que tu ne maîtrises pas, tu respectes les lois du terrain là. D'où l'expression, quand tu pars à Rome, tu fais comme les Romains. Tu pars à l'ouest, tu fais comme les gens de l'ouest vivent. Tu pars au sud, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut respecter les je n'ai pas confiance, c'est des bêtises. Tu vas aller On ne vient pas s'imposer aux gens dans leur village, il faut respecter. Voilà. On respecte les gens. De Dieu. De rien, bonne soirée. Merde.
Allô? Stéphania, bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, je voulais raconter une histoire qui s'est passée il n'y a pas trop longtemps, en 2017. J'avais rencontré un homme et cet homme-là, il était un peu bizarre. Il travaillait dans la sécurité pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire et il avait envoyé un petit à lui pour venir discuter avec moi. Donc, on a commencé à parler et tout. Il m'a dit, c'est mon grand qui m'a envoyé et tout. J'ai dit, ok, pas de souci. Donc, pourquoi lui, il vient pas directement? Parce que la mentalité, en général, si l'homme, il est intéressé par toi, il vient te parler directement et tout. Et donc, il a pris mon numéro. Il m'a dit, lui, il devait retenir en Afrique demain et tout. Donc, on garde le contact. On a gardé le contact comme ça. Donc, le soir même, on a commencé à parler tout. Il a pris son vol, il est arrivé. Il m'avait appelé en vidéo. Donc, on s'était vu. Il n'y avait pas de souci. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il me demandait tout le temps mes photos. Oui, envoie-moi des photos de toi, envoie-moi des photos de toi. Bon, moi, je dis, c'est bizarre. Pourquoi tu veux que je t'envoie des photos de moi et tout? Et il m'a dit, oui, dans 2 mois, il va venir en France et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et tout. Il m'a dit, quand on va se voir, quand je vais arriver en France, on va se voir et tout. Donc, quand il est venu, il m'a ramené des cadeaux. Il m'a ramené des tenues africaines, des boubous, avec le chapeau, plein de trucs en fait, avec plein de bracelets. Et il y avait un bracelet qui était bizarre. Le bracelet, il était dans un sachet, dans un autre sachet avec les autres bracelets. Il n'est pas mélangé avec les autres bracelets. Il était dans un sachet à part. Et c'était des coris noirs. J'ai dit, mais des coris noirs, c'est bizarre. Et ces coris-là, ça sentait une odeur. Et cette odeur-là, le gars aussi portait exactement la même odeur sur lui. C'est-à-dire quand il allait se laver, on n'a pas couché ensemble. Hein. Je l'ai accompagné à l'hôtel pour qu'il part se préparer et tout. Je tiens à préciser, on n'a pas couché ensemble. Mais quand il allait se laver, qu'il est sorti de la salle de bain, On a compris que tu n'as pas couché avec lui. Passons. Non, mais je tiens à préciser. Donc, quand il est sorti de la salle de bain, il y avait une odeur, vraiment une odeur de pourriture en fait. Mais ça sentait dans la salle de bain. J'ai trouvé ça bizarre, c'était dégueulasse. Et il se trouve que le bracelet aussi, au cori, ça avait la même odeur. Donc après, il s'est préparé et tout, on est sorti. Donc moi, je suis rentrée après chez moi et tout. Il m'a remis de l'argent et tout. Moi, je suis rentrée et j'ai expliqué le problème à ma mère. Ma mère, elle a dit, c'est bizarre. Et j'avais une autre amie aussi. Je lui ai expliqué le même problème et tout. Elle m'a dit, non, il faut le brûler. Donc j'ai pissé dessus, sur le collier et tout. J'ai pissé dessus et on l'a jeté. Donc voilà, c'était un peu bizarre. Donc je tenais à dire aux filles de faire vraiment attention et tout. C'est pas n'importe qui en fait. Et le gars, on dirait qu'il avait une lumière sur moi en fait parce qu'il me demandait tout le temps mes photos à chaque fois. Donc c'était un peu mystérieux. Ah mais voilà. C'est normal, non? C'était une relation à distance, il demande tes photos, c'est normal. Tu voulais qu'il demande quoi ton nom? Non. En fait, la manière qu'il demandait les photos, c'était bizarre. C'était pas normal. En fait, à chaque fois. Et pourquoi il n'a pas mélangé les bracelets ensemble? Si c'est pas un truc mystique. Il m'a offert plein de bracelets, mais il les a pas mélangés ensemble. Les courriers noirs, il les a mis à côté. Après, pour les bracelets, moi, je ne peux rien dire, mais sauf que tu ne peux pas entretenir une relation à distance avec un garçon et puis il te demande les photos. C'était pas une relation. On s'est connus le même jour, il est parti. Même si tu dragues, que voilà, il a ton numéro, ça veut dire quelque part tu as bien ton numéro, quelque part il y a échange, il faut faire connaissance, on échange des photos. Même quand tu entres dans les groupes, des télégrammes, WhatsApp, tout ça là, il y a échange de photos, ce n'est que normal. Après maintenant, on parlait sur WhatsApp, il avait la photo en fait. Il avait une photo de moi sur WhatsApp. Tu as la photo de présentation sur WhatsApp. Il avait ça déjà. Okay. On s'appelait toujours en vidéo. Non mais je dis parce que tu vas maintenant gâter le marché de beaucoup de garçons qui sont en train de draguer des copines après. Ils demandent tout le temps les photos à la copine. Mais ça va être comme s'ils veulent faire un truc bizarre avec. Sauf que ce n'est pas ça. Hein? En tout cas, les filles, faites attention. Vraiment, les hommes là, c'est très dangereux. Et les femmes aussi, les gars, faites attention. Les femmes aussi sont dangereuses. Vous pensez même quoi? DMG, t'as quoi sur moi là? Aujourd'hui, j'ai bien raconté. Hein. Tu as vu, j'ai pris mon temps. Attends. Non, mais attends, vous pensez, les femmes pensent que ce n'est que les femmes qui sont en danger dans le monde. Les gars, faites attention, vous êtes en danger. C'est qui? Il n'y a pas de souci. On est tous en danger, alors on n'a qu'à se méfier de chacun. Bonne soirée, merci DMG. Au revoir. Merci à toi. Bonsoir, Djibami. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui s'est passée dans le village de ma maman. Vous me recevez? Très bien.
D'accord. Donc, il y a longtemps de cela, dans le village de ma maman, il y avait une rivière. Et dans cette rivière-là, c'était interdit de pêcher. Parce que là-bas, les grands-parents partaient faire les sacrifices, ils faisaient les incantations là-bas et tout. Donc, c'était interdit de pêcher là-bas. Maintenant, dans le village, j'avais une famille. Le vieux n'y croyait pas. Il disait que non, c'est des histoires et tout. Et une année, il y a eu des problèmes de viande. Bon, ça n'allait pas quand les gens partaient à la chasse, ils ne trouvaient pas assez de gibier et tout. Donc, il a convaincu ces deux femmes de partir pêcher les poissons dans la rivière interdite en cachette. Donc, il s'est dit que si ces femmes partaient pêcher en cachette et que personne ne les voyait, ça n'allait rien faire parce que pour lui, c'était des histoires. Parce que dans la rivière, il y avait de gros poissons. Et c'est comme ça, ces femmes sont parties pêcher une nuit dans la rivière. Et elles sont venues matin, elles ont mis les poissons sur les grillages. Au village, elles ont une manière de sécher les poissons sur les grillages. Donc, elles ont mis les poissons sur les grillages et les poissons ont commencé à saigner. À saigner, le sang ne s'arrêtait pas. Toute la journée, les poissons saignent, le sang ne s'arrête pas. Et la nuit, le vieux a fait un rêve. Il a rêvé d'un gros poisson qui est venu lui dire que de la manière que tu as tué mes enfants, sache que je vais aussi tuer tes enfants comme ça. Le vieux ne voulait pas que quelqu'un sache. Il a essayé de garder ça pour lui. Un jour, 2 jours, le 3e jour, son premier fils meurt. Il allait voir le chef du village. Il a expliqué, il a eu peur, il a expliqué au chef du village. On cherche maintenant à trouver une solution. 2e jour, sa fille meurt. Après, il y a un autre fils qui meurt. Le temps que les gens trouvent les solutions pour faire les sacrifices, les rites, pour calmer les esprits de cette rivière-là, il avait déjà perdu 3 enfants. Et cette famille-là, je les connais très bien. J'ai un grand frère qui vient de là-bas et une grande soeur qui vient de la famille. Donc, c'est une histoire vraie qui s'est passée dans le village de ma maman. Donc, c'est pour dire que c'est pas tous les interdits qu'on essaie de... Comment je vais dire ça? On n'essaie pas de vérifier, en fait. Faut pas tirer le diable par la queue. Donc, il y a certaines choses qu'il faut vraiment éviter quand on est au village. On dit que telle chose n'est pas bon, on fait pas ça, il faut éviter. Donc, c'était ma petite histoire pour le moment. J'ai encore plein d'autres histoires là-bas en réserve. D'accord. Allez, bonne soirée à Merci beaucoup tous. du Babi dans les commentaires. On prend le son, on te reprend après. D'accord. Super. La deuxième histoire, c'est une histoire qui concerne un ami, bon, je vais dire un grand frère, qui entre-temps m'a aidé quand j'étais un peu dans la rue. Et d'un coup, son papa a commencé par avoir de l'argent. Parce que c'est un géomètre foncier, c'est quelqu'un qui est expert dans les morcellements de parcelles et tout. Et d'un coup, il a commencé par gagner de grands marchés, de grands projets. Le gouvernement lui remettait de grands marchés de recasement. Il a commencé par se faire de l'argent. Parce qu'il avait il avait beaucoup d'enfants, mais particulièrement, il y avait 2 garçons qui sont jumeaux. C'est-à-dire celui donc je disais que le vieux avait commencé par gagner l'argent, mais d'un coup, l'un de ses jumeaux... Moi, je n'ai rien écouté, s'il te plaît, il faut recommencer. D'accord. La deuxième histoire, ça concerne un grand frère. Et ce grand frère, c'est un grand frère qui m'a beaucoup aidé quand j'étais dans la rue, qui m'a beaucoup soutenu. Et son père, c'est un géomètre expert. Donc, d'un coup, le vieux a commencé par gagner de grands projets. Le gouvernement a commencé par lui confier de grands marchés, des lotissements des grands quartiers de Cotonou. Et il a commencé par gagner l'argent, la belle vie a commencé. Et quelques temps après, l'un de ses jumeaux, c'est-à-dire le frère, le second du grand frère qui m'a rendu service, est devenu un peu bête. Il avait un peu comme le surménage. Tu vois un peu, il n'était plus du tout ce qu'il était. Il parlait des langues différentes qu'il n'avait jamais appris auparavant. Il pouvait plus aller à l'école, il fuguait de la maison. Donc jusqu'à là, personne n'avait soupçonné parce que tout le monde disait que c'était peut-être la drogue.
vu que c'est quelqu'un aussi qui essayait de fumer un peu de la beuh. Donc, on était là comme ça, quand ce dernier s'est mis en couple avec une femme, et la femme l'a rejoint. Donc, le père n'a jamais digéré la femme, cette femme-là. Son père n'a jamais digéré sa femme. Donc, c'était une guerre, toutefois, entre eux concernant la femme. Quand même, ils étaient là. Malgré que le vieux avait l'argent, il ne donnait pas l'argent à ses enfants. Hein. Il pouvait garder l'argent dans l'armoire jusqu'à ce que l'argent sente. L'argent sent, mais quand tu viens, tu lui demandes même 1000 francs. Il te sort 1 million, il te sort un liasse d'1 million avant de te donner 1000 francs dedans. Bon, on l'a considéré que c'est parce qu'il était avare. Un jour, je suis allé rendre visite à ce grand frère-là et tout, et j'ai vu que sa femme était enceinte. Et quand j'ai regardé la grossesse, j'ai eu tout de suite un mauvais pressentiment. Et je lui ai dit, mais ta femme est enceinte depuis combien de temps? Il m'a dit que la grossesse était déjà à 7 mois. Et je lui ai dit, si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre ta femme ou l'enfant qu'elle porte. Je crois que c'est des grossesses de jumeaux. Il n'avait pas cru parce que c'était quelqu'un qui allait régulièrement à l'église. Donc il m'a dit non, il faut garder ces trucs-là. Moi, je ne suis pas dedans. Donc on a continué. J'étais là, un mois après, quand il m'appelle, il me dit que tu es où? Je lui ai dit, ouais, je suis en voyage. Effectivement, je n'étais pas à Cotonou. Il m'a dit, ma femme est allée pour accoucher, mais elle est paralysée. Effectivement, l'échographie nous a montré que c'était des jumeaux et 2 garçons, comme tu l'as dit. Mais le problème, c'est qu'elle est paralysée, donc elle ne peut pas accoucher. Donc, il faut forcément qu'on fasse une césarienne pour enlever les enfants. Je lui ai dit, non. Il faut dire au médecin de ne pas la toucher. Je vais descendre. J'étais à Libreville quand il me parlait. Donc, le lendemain, j'ai arrêté tout ce que je faisais à Libreville. J'ai pris un vol, je suis rentré au pays. Je suis allé voir la femme. La femme avait dépéri parce qu'au départ, c'était une personne élancée. Elle avait la taille, elle était très belle. Elle a dépéri, elle était méconnaissable. J'ai regardé ça, j'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, mais tu vas dépenser de l'argent, mais ta femme va accoucher. Donc, on a couru dans tous les sens et effectivement, la femme a pu accoucher normalement. Après, on a suivi les traitements pour qu'elle ne commence pas à se remettre sur pied. Donc, comme ils avaient eu gain de cause, ils ont plus voulu, me laisser suivre ça de près. Parce que leur grande sœur leur disait que non, c'est de la sorcellerie. Et après, on va leur demander de sacrifier quelqu'un dans la famille. Donc, il avait pris peur. Donc, 2 semaines d'absence, il me rappelle pour me dire que les enfants sont tombés malades. Ils les ont amenés à la pédiatrie, quelque chose comme ça, et que l'un est décédé d'entre eux. Donc, il voulait que je vérifie qu'est-ce qui ne va pas. Donc, tout de suite, j'ai fait une consultation. Je l'ai rappelé, j'ai dit, c'est un qui est décédé. Si tu fais erreur avant minuit, tu vas perdre aussi l'autre. Je suis allé le rejoindre. En ce temps, j'avais même pas de moto, j'avais pas de voiture, j'avais rien. J'ai pris un taxi, je suis allé le voir. Et je suis allé avec un médicament que j'ai dit, il faut passer sur le corps de l'enfant. Il a passé sur le corps de l'enfant, les médecins travaillent. Et ça a commencé par aller. Alors que bien avant même qu'il m'appelle, c'est les médecins qui lui ont dit, ton enfant, les cas de ton enfant là, ce n'est plus à notre niveau. Si tu connais quelque part, il faut aller en même temps. Mais il ne faut pas penser que ici seulement notre traitement va t'aider. Et c'est pour ça qu'il m'a appelé. Donc, quand l'enfant, ils sont rentrés à la maison, j'ai préparé une tisane. Et avant d'amener la tisane, la canarie dans laquelle j'ai fait la tisane s'est cassée. Ça s'est brisé de lui-même. Je l'ai appelé, je l'ai dit, je venais tout à l'heure avec un médicament pour ton enfant et ça s'est cassé. Mais je vais le refaire, quoi qu'il arrive, je vais venir dans la maison avec le médicament. Moi, j'avais compris déjà que le problème était dans la maison. Même si je lui disais que ça venait de la maison, il n'allait pas me croire parce qu'il m'a dit que je suis en train de... Vu qu'il était chrétien, donc il m'a dit que je suis en train de dire des trucs pour le convaincre. Donc j'ai refait le médicament dans la nuit tard. Et cette fois-ci, j'ai plus voulu prendre un taxi ou un taxi moto. J'ai marché avec le médicament dans un sac jusqu'à chez lui. Pratiquement 15 km. Je suis allé, je lui ai donné le tisane. La tisane, je lui ai dit, prépare ça et lave l'enfant avec. Donne-lui à boire. Mais ne laisse jamais la canarie tomber par terre. Et pendant 41 jours, quand le dernier traitement va se faire, casser le canari, récupérer le bas du canari et déposer quelque part. Quand l'enfant va atteindre l'âge de manger, ça sera le plat dans lequel il va manger sa première nourriture. Donc,
le jour où j'ai ramené le médicament, je lui ai dit, quand tu vas commencer par laver le médicament à l'enfant, il faut savoir qu'il y a certaines personnes dans ta maison qui ne vont plus accepter de prendre le bébé dans la main. Mais ce qui était étrange, bien que le monsieur a perdu son enfant, son père n'avait pas réagi. C'est comme si rien n'était arrivé. Il n'avait pas consolé son fils ni sa belle-fille. Au contraire, il avait invité des amis à lui et ils étaient en train de boire du vin. Donc je lui ai dit, quand tu vas commencer par laver le médicament à ton enfant, il faut savoir que il y a certaines personnes dans ta maison qui vont plus prendre ton enfant dans la main. Et celui qui va essayer de prendre ton enfant, tu verras là où il va finir. Donc je lui ai laissé le médicament et je suis parti. Et il a commencé par laver l'enfant. Le 8e jour, il y a sa grande sœur. Et la grande sœur aussi s'est mariée à un monsieur qui fait de la transit. Et c'est un monsieur qui a aussi l'argent, mais qui est rentré dans leurs histoires de sorcellerie. Donc il s'attend bien avec son beau-père. Et quand la grande sœur est rentrée dans la maison, elle a vu l'enfant, elle a fait demi-tour. Le gars lui a dit, mais pourquoi tu retournes? Elle dit, non, si ton enfant est là, je ne passe pas par là. Sa femme était étonnée. Lui-même, il s'était dépassé. Il m'a appelé pour me dire, c'est ce qui vient de se passer. Je lui ai dit, tous ceux que tu vas voir qui vont refuser de prendre ton enfant, il faut savoir qu'ils en aient pour quelque chose. Je ne vais pas te dicter le nom de quelqu'un, mais c'est toi-même qui vas voir qui est qui dans la maison. Ils ont continué. Et jusqu'à son propre père, personne n'a voulu prendre l'enfant. Personne ne voulait plus prendre l'enfant, même pour une minute. Et alors que le vieux, il avait construit une maison quelque part, une maison de près de 200 millions, dans laquelle personne n'habitait. Et ils ont pris cette maison qu'il a construite là pour faire un nid de regroupement nocturne, où ils allaient s'associer pour manger la viande des gens. Le gardien qu'ils ont embauché dans la maison, avec sa femme, à chaque fois que la femme du gardien tombe enceinte, la grossesse part. Et la grossesse tombe à chaque fois qu'il y a un serpent qui rentre dans la maison qui tue. Donc, le monsieur m'a fait part, je lui ai dit, on ira dans la maison de ton père là. Je vais amener Tron là-bas, on va faire un travail. On est allé là-bas avec Sakra. Vers 19h comme ça, on faisait le sacrifice quand il y a un hibou qui est venu descendre sur le mur. L'hibou me regardait et il dit, mais je n'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit au hibou, je lui disais, ça sera la dernière fois que tu vas rentrer dans ta propre maison. Donc on a fait le truc, on a creusé, on a enterré. Tu sais que dans la nuit, j'ai rêvé, j'ai vu le vieux. Le vieux est venu me menacer pour me dire que si je compte gâter ce qu'il fait, qu'il va me détruire. Donc on s'est menacé dans le sommeil. Alors que le vieux n'était pas au courant qu'on était même allé dans sa maison, physiquement. Le lendemain, il appelle son enfant pour lui demander pourquoi il a amené quelqu'un dans la maison pour aller faire des sacrifices. Sur quel ordre il a fait ça? Le gars était dépassé. C'est là qu'il a commencé par réaliser que ce qui arrivait était plus fort que même ce que je lui disais. Ils sont restés dans la lutte. Mais cette fois-ci, son père s'est attaqué quasiment à sa femme. Ils ont commencé par verser les trucs dans la maison jusqu'à ce que la femme s'est paralysée. Et il y avait son veine altère qui était coupé. Donc le sang congelait. Il avait des cailloux de sang dans le corps. D'accord. On a commencé parce que la paralysie l'a repris, elle ne pouvait plus marcher, elle n'était plus libre de ses mouvements. On est allé à l'hôpital. Ils nous ont dit que si on ne la fait pas une évacuation sanitaire, vous dites non, une évacuation sanitaire, qu'elle n'avait plus d'une semaine à vivre. Et le mari a paniqué. J'ai dit non, ta femme va vivre. Peut-être elle ne va pas marcher, mais moi je suis capable de la garder encore vivante. On a couru dans tous les sens et j'ai ramené un médicament à l'hôpital que la femme avait commencé par boire. Le veine altère qui s'était coupé dans son corps s'est coupé de 90 cm. Quand elle a commencé le truc en une semaine, ça s'est refermé de 80 cm. Donc il restait 10 cm qui allaient se fermer et ces 10 cm sont devenus quasiment impossibles à fermer. On faisait la lutte. Un jour, le docteur m'a appelé, je suis allé le voir, il me dit, je ne sais pas dans quoi tu es, mais je sais que ce que tu fais là, je sais que c'est puissant. Si tu peux sauver cette dame, il faut la sauver parce que nous, on ne peut rien faire pour elle. Donc c'est là que j'ai demandé au monsieur, rentre avec ta femme, mais ne rentre plus dans la maison de ton père. Donc ils sont allés louer un appartement et quand ils ont quitté l'hôpital, ils ont déménagé en même temps. Le père n'était pas content du tout. Il avait commencé par menacer le gars encore pour lui dire que si tu ne reviens pas à la maison, ça sera pire. Et le gars lui a demandé, mais je t'ai fait quoi? C'est même pas que tu me donnes l'argent. Quand je viens, je te demande l'argent, là, tu dis que tu n'as pas, alors que tu as des millions qui pourrissent dans ton armoire. Et à chaque fois qu'on lui demande l'argent, il dit ouvertement que c'est quand quelqu'un meurt que lui sort son argent. Que c'est quand quelqu'un meurt, lui dépense l'argent. Lui ne dépense pas son argent sur les vivants, c'est sur les morts, lui dépense l'argent.
Donc, on est resté dans cette lutte-là jusqu'à ce que l'enfant aille 2-3 ans. Et jusqu'à là, je te parle, ni le grand-père, ni les tantes, ni les oncles de la... Bref, ils avaient une association de sorcellerie dans la famille, en fait. Personne n'a voulu prendre l'enfant réellement une fois pour dire, cet enfant, je veux le garder. Tout le monde évite l'enfant. Donc, quand ils ont déménagé de la maison 3 ans après, la dame était toujours vivante, mais elle ne pouvait plus marcher. Elle était toujours couchée. C'est sa fille qui faisait tout. Sa fille aînée qui faisait tout pour elle avec son mari. On était dans cette guerre-là. Un jour, je suis là et c'est le père de ce monsieur-là qui m'appelle. Il m'appelle et puis il me dit au téléphone, il dit, toi, je fais tout, mais tu insistes et tu ne veux pas céder. Il faut savoir que les jours sont comptés, que ce soit pour toi, que ce soit pour ceux que tu essaies de sauver. Et moi, je lui ai dit, parce qu'en ce moment, j'avais un petit surnom qu'on appelait l'enfant de la mort. C'était un petit surnom que tout le monde appréciait pour moi. Et je lui ai dit, l'enfant de la mort ne meurt pas. Donc, j'ai appelé le monsieur, je lui ai dit, c'est comme ça, ton père m'a appelé, je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé mon numéro, et il m'a menacé et tout et tout. Mais, le même jour que je disais ça au monsieur, le chauffeur de la mari c'est-à-dire de son beau-frère, que je disais qu'il est transitaire là, le chauffeur est décédé dans un accident. C'est-à-dire le coup qu'ils ont renvoyé, les trucs qu'ils ont envoyés n'ont pas trouvé de place, donc ils ont fait demi-tour, et c'était sur le chauffeur que c'est tombé. Donc la lutte était devenue plus pire que ce qu'elle était au début. Ça a commencé. Un jour, il y a 4 ans, j'étais debout quand un vendredi, le monsieur m'appelle pour me dire que écoute ta grande soeur, parce que moi je l'appelle grande soeur. Elle dit écoute, ta grande soeur n'est plus là, elle ne respire plus. Je dis non, c'est faux. Donc je lui ai demandé les enfants, il m'a dit les enfants sont allés à l'école. Je lui ai dit ferme la porte, parce que moi je n'étais pas à Cotonou. Je lui ai dit, va chez telle personne, il va te donner tel médicament. Tu vas maceler ça dans de la cassa et tu vas ouvrir sa bouche de force, tu vas verser ça dedans. Si tu ne trouves pas de la cassa, mets ça dans du liqueur et tu lui donnes. Ce qu'il a fait. Et quand il a fait, effectivement, la dame s'est réveillée. Quand je suis revenu, je l'ai regardé la dame, je lui ai dit, prépare-toi, parce que si on ne coupe pas, ta femme va partir. On était rentré en juillet, 4 jours avant mon anniversaire, comme ça. Un lundi, parce que les lundis, parfois, je ne travaille pas. Donc, j'étais allé rester à l'hôtel pour faire ma belle vie et tout. Et c'est comme ça, j'étais là-bas quand il m'appelle pour me dire que ta grande soeur ne se sent pas bien, sa respiration ne tenait plus debout. Je lui ai dit, rien ne va l'arriver. Donc, moi, j'ai fini de faire ma belle vie. Je suis rentré pratiquement dans la soirée vers les 23h et autres comme ça. Et quand je suis venu, effectivement, elle était fatiguée. Donc, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et je lui ai demandé qui était venu la rendre visite. Ils ont dit que c'était sa propre mère qui avait envoyé un marabout pour venir la voir et que le marabout avait fait une poudre qu'elle devait prendre. J'ai demandé, est-ce qu'elle a pris la poudre? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, comment vous allez envoyer quelqu'un qui va amener un médicament ici pour qu'elle prenne et que vous ne m'informez pas? Ils ont dit, bon, comme ça vient de sa mère, on ne peut pas soupçonner quelque chose. Donc, je suis resté assis debout là à lutter contre ça. Et je disais à la dame, vivement de voir, je lui disais, écoute, tu sais que, ta grande soeur, tu sais qu'il fait tard, non? Même si tu vas partir, c'est pas cette nuit-là que tu vas partir. Parce que c'était un vendredi. Je lui ai dit, cette nuit-là, tu peux pas partir. Parce que personne n'est capable de courir. Moi, ma voiture n'est pas là. Et ton mari n'a pas de voiture. Donc, personne ne peut courir. Il faut te calmer le matin, on va trouver une solution. Mais j'étais allé à un niveau où, comme d'habitude, je faisais en sorte de la maintenir debout. J'étais encore capable de le faire. Parce que c'est aussi une dame qui a beaucoup fait pour moi. Quand j'ai commencé par décrocher mes voyages, c'est elle qui programmait mes voyages, qui me disait, tu as ton vol à telle heure. C'est elle qui m'aidait à préparer mes voyages parce que c'est le début de mes vols. Je ne connaissais rien dedans. Et quand les gens venaient ici au Bénin, c'est elle qui faisait à manger pour eux. Donc elle était comme ma maman. Vu que j'avais pas de mère, je l'ai pris comme ma mère puisque elle et son mari m'ont beaucoup aidé. Donc j'étais en train de leur retourner l'ascenseur. On est resté, j'ai mis mon talisman, j'ai un talisman là que je l'ai porté au cou. On est réussi à rester assis face à elle comme ça, de la nuit jusqu'au petit matin. Et le matin, elle a parlé, elle m'a dit, ce que tu m'as porté au cou là, ça me chauffe. Effectivement, ça la chauffait parce que l'âme n'arrivait pas à sortir de son corps, vu que le talisman était là. Et ça la brûlait. Donc j'ai touché le talisman, c'était vraiment chaud, j'ai enlevé. C'était l'erreur que j'avais faite. Quand j'ai enlevé, j'ai versé un peu de l'eau sur ça et je lui ai reporté ça. Et j'ai dit, bon, il est 6 heures, il faut que je rentre à la maison, je vais me préparer et puis je reviens. Cette fois-ci, ils vont pas t'avoir. Tu vas encore vivre. Je vais encore te donner la vie comme je le fais. Donc, je suis parti à la maison, j'ai préparé les trucs, je suis allé payer une poule noire, je suis revenu. J'étais revenu avec un cola.
Et j'ai partagé le cola en deux, je lui ai remis une partie. J'ai dit mange, elle a mangé. J'ai mangé aussi la deuxième partie. J'ai dit à son mari, reste ici, surveille ta femme. Je vais à la plage et puis je reviens. Tant que la mère ne va pas mourir, elle ne va pas mourir. Mais je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'allais la voir vivante. Parce que le mari qui était censé la surveiller à ma place, le temps que j'aille faire ce que je devais faire, en son temps, sa belle-mère est venue et lui, il avait fait confiance à sa belle-mère et puis il est parti. Alors que la belle-mère aussi était complice du mal qui arrivait à sa femme. Donc moi, j'étais à la plage, j'ai fait mes sacrifices de poule et tout s'est bien passé. Donc, j'étais à la plage, j'ai fait tout ce que j'étais censé faire et je tournais ma voiture quand le frère en question m'appelle pour me dire, cette fois-ci, tu as échoué. J'ai dit, j'ai échoué comment? Il me dit, tu as échoué. Ce que tu allais faire cette fois-ci, ça n'a pas marché. Tu as l'habitude de faire en sorte que ma femme reste debout, mais aujourd'hui, là, tu n'as pas gagné le combat. J'ai dit, c'est impossible. Parce que tout ce que j'ai fait s'est bien passé. Normalement, qu'est-ce que tu me dis d'abord? Et c'est là, il me dit que ta soeur est décédée. J'ai dit, elle est décédée de quoi? Tu es où? Il me dit, je ne suis pas à la maison. J'ai dit, qui t'a informé qu'elle est décédée? Il me dit, c'est ma belle-mère. Je dis, tu es malade. Tu es malade. Je t'ai dit, reste avec elle. Je n'ai pas dit, bouge. Donc, je suis rentré avec fureur. Jusqu'à là, j'avais encore cette rage-là, parce que je ne croyais pas encore que malgré le sacrifice que j'étais allé faire, qu'elle était partie. Je te jure que de toute ma vie, mon père est décédé, je n'ai pas pleuré. Quand je suis rentré, j'ai vu la belle-mère qui était assise comme ça, devant le corps de sa fille. Et pire, avec les enfants dans la chambre, avec le maman qui est décédé. L'aîné devait avoir 14 ans. Le second garçon devait avoir 7 ans. Et le Benjamin, le jumeau qui sont nés, l'un est décédé, devait en train d'avoir 4 ans finalement. J'étais dépassé. J'ai demandé aux enfants de sortir. J'ai posé la question à la maman. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit que quand elle est venue, son mari avait dit qu'il allait à la banque. Donc, lui, il a dit, bon, faut partir, je vais rester avec elle. J'ai dit, mais c'est pas ça que je te demande. Comment tu as fait? Et puis elle est décédée. Parce que tout à l'heure, elle a parlé ce matin. Moi, elle, le cola même que je lui ai donné qu'elle a mangé, c'était la seule chose qu'elle avait mangé. Hein. Et le matin là, avant que je ne parte, elle m'a dit, elle n'a pas arrêté de me répéter, quoi qu'il va arriver, s'il te plaît, il faut couvrir mon mari et mes enfants. Quoi qu'il arrive. Et je lui ai dit, tu ne vas pas mourir. Si la mort qui va te tuer, la mort va devoir me trépasser d'abord. Je lui ai dit ça parce que je suis quelqu'un, quand je suis déterminé à faire quelque chose, je le fais. Donc, j'ai commencé par menacer la maman. La maman m'a dit qu'elle ne sait pas parce qu'elle était là comme ça et après, elle a vu qu'elle ne parlait plus. Donc, elle a touché, elle n'avait plus répondu. J'étais dépassé. J'ai demandé au mari, on a appelé les médecins pour venir faire les formalités qu'on remplit quand quelqu'un décède et tout. Donc, on a envoyé à la morgue. Une fois le corps à la morgue, c'est moi-même qui ai conduit le corps à la morgue. J'ai verrouillé parce que j'ai enregistré le corps à mon nom. J'ai dit, personne ne vient voir le corps. Que ce soit ses propres parents, personne. Et il y avait les familles de la maman, du défunt qui étaient rentrées. Et ils me disaient que non, je ne suis pas membre de la famille, que je ne peux pas. J'ai dit, j'ai déjà fait. Si quelqu'un est audacieux, la personne n'a qu'à me convoquer là où il veut. Donc j'ai pris ma voiture, je suis parti. Ils ont, le papa de la défunte a appelé le mari pour le menacer qu'il va le faire du mal parce que c'est lui qui a tué son enfant. Il m'a appelé, il m'a fait le point. J'ai dit, il faut les laisser, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Maintenant, si on voulait ou pas, il fallait quand même qu'on aille voir les parents de la défunte. Donc, j'ai dit, ce qu'on va faire, il faut qu'il y ait l'un de tes frères qui vont nous accompagner. Et il a appelé son grand frère, hein, celui derrière celui qui y sont. Et le grand frère est venu, on est parti ensemble chez son beau-père. Tu sais que le beau-père menaçait. Quand on est rentré dans la maison comme ça, le beau-père est rentré dans la chambre, il n'est plus sorti. Et son grand frère qui était censé le défendre a commencé par le plonger. Que quand sa femme était malade, qu'au lieu d'amener la femme à l'hôpital, que c'est dans le maraboutage qu'il a amené la femme. Et tout, il a parlé. Je me suis engenouillé devant la femme et j'ai dit, cette femme qui est décédée aujourd'hui, elle devait décéder il y a 3-4 ans derrière. Si elle est restée encore en vie pendant 3-4 ans là, c'est grâce à moi. Et demander à sa mère, parce que dans ce pays, ils sont allés amener un marabout, un monsieur sorcier, un vrai, quand je te dis sorcier là, celui-ci là, lui-même, il est là, tu le parles avec lui comme ça, et puis voilà, son âme voyage. Ils avaient amené le monsieur les a dit que lui ne pouvait plus rien faire, parce que celui qui a commencé le travail a déjà tout fait, que même si lui prend le travail, il va rien faire. Et le monsieur m'appelait même boss, lui-même il est décédé l'année passée.
j'étais devenu un ami avec ce monsieur-là aussi, qui m'a donné aussi de très bons conseils dans ce bas monde-là. Donc, c'est comme ça qu'on a supplié la famille. Et j'ai dit que c'est juste une partie remise. Donc, ils avaient décidé de où ils vont enterrer la dame et tout. J'ai dit non. Parce qu'il y a une chose, si je les laisse le corps de la dame, ils vont réveiller l'âme de la dame contre son mari et les enfants, pour les perturber encore. Donc, j'ai compris en même temps la guerre qui était derrière tout ça là. Donc, j'ai rien dit. J'ai dit, je vais réfléchir. Quand on est sorti de là, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, écoute, l'histoire, si ça fait fort, hein. Même après l'événement, l'histoire tremble encore l'Internet même. Donc, quand je suis revenu avec une autre version de moi. J'étais venu avec, c'est-à-dire, j'étais prêt à tout, quoi. Mais je voulais pas laisser le corps de la dame dans la main de sa famille. Et tu sais que jusqu'à là, le père en question du monsieur n'a pas agi. Le jour où on l'a informé que sa belle-fille est décédée, je te jure, le jour-là, il a sorti 2 millions qu'il a remis à son enfant pour dire, va payer le cercueil dans lequel tu vas enterrer ta femme. Le gars m'a appelé pour me dire ce que son père a fait. J'ai dit, prends l'argent chez lui. De toute façon, tu en auras besoin. Il a pris l'argent. Donc, quand je suis venu, on est allé acheter la tombe où on allait enterrer la dame. J'ai fait les rituels que j'allais faire dans la tombe et tout. J'avais préparé tout ça là depuis. Maintenant, le jour de l'enterrement, tu sais, ici, il y a des rituels coutumiers. Quand quelqu'un décède, il y a des choses qu'il faut faire. Le problème, c'est que les 2 parents du défunt n'étaient plus ensemble. Le père et la mère n'étaient plus ensemble. Donc, déjà, ça posait problème. La mère demandait que le corps vienne chez elle. Le père demandait que le corps vienne chez lui. Donc, j'étais devant. Personne n'osait parler. Donc, j'ai dit, on amène le corps dans la maison de la maman, mais par mon absence. Donc, on est allé là-bas avec le corps, avec les frères et sœurs de la défunte et tout, de la défunte et tout. On est resté là. Moi, j'ai profité pour faire tout ce que j'allais faire sur elle, sur le corps. On est revenu chez son père. Quand on est revenu chez son père, on m'apprend que le père dit qu'ils vont enlever les cheveux, les ongles de la défunte. Je dis, pour aller faire quoi? Il me dit qu'ils vont faire rituel avec. Le mari a paniqué. J'ai dit non, il faut les laisser. Ils peuvent enlever seulement, ils n'ont qu'à enlever. On a fait rentrer le corps. Ils ont fermé la chambre pour dire intimité familiale. J'étais resté dehors. Je te jure, DMG, ils ont tourné autour de ce corps-là. Ils n'ont pas pu enlever même un seul cheveu. Ils ont oublié pourquoi le corps était là. Et le corps est ressorti. On a mis le corps dans le corbillard. Quand le père s'est rappelé pour dire mais on n'a pas enlevé les cheveux. J'ai dit, c'est fini. Tu veux que le corps de ton enfant rentre 2 fois dans ta maison. Si tu veux le suivre aussi pour aller travailler avec lui, il n'y a pas de problème. Donc, il était furieux contre moi. Mais moi, je ne l'ai pas calculé. Donc, on est parti maintenant à l'église parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire un messe d'enterrement. Alors que même le prêtre qui voulait faire la messe à l'église, je ne sais pas qui est-ce qui était allé lui parler de moi et lui-même, il m'attendait à l'église comme ça. On t'amène un corps pour dire de prêcher. Toi, tu prends la Bible et puis c'est de moi que tu parles. Il a parlé comment on a tué la défunte avec la sorcellerie. Il a tout dit. J'étais assis comme ça. Le mari me regardait, moi-même je regardais le mari. Donc, quand la messe était à la fin, je suis sorti, j'ai demandé à celui qui roulait ma voiture, j'ai dit démarre. Il a démarré, j'ai pris la route de Ouida, là où au cimetière où on devait enterrer la dame. Quand le corps est sorti, le prêtre en question a pris sa voiture. Parce qu'il y avait une délégation qui suivait le corbillard. Donc, tout le monde était censé rester derrière le corbillard jusqu'au cimetière. Mais le prêtre, lui, voulait plus du tout rester dans le cortège. Il voulait coûte que coûte me rattraper. Donc, j'étais là comme ça. Et puis, on me dit, le mari m'appelle pour me dire, tu as un problème. Je lui ai dit, j'ai quel problème? Il me dit, le prêtre qui t'a insulté à l'église, là, il a pris sa voiture tout à l'heure et apparemment, c'est toi qui le pourchasse. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Puisque moi-même, je m'étais préparé à tout ce que je te dis là. J'étais devenu fou. Quand je te dis fou, cinglé, quoi. Si quelqu'un faisait erreur, j'allais l'envoyer là où il va aller. J'étais prêt à tout. Et on était dans la voiture avec certaines connaissances et tout dans ma voiture. Je te jure que je parlais comme ça. Même quand on venait dans les feux et puis c'était rouge, je parlais, ça s'allumait vert. On partait. Le prêtre a pris sa voiture, il a laissé le corbillard, il me rattrapait. Et le frère de la défunte m'a appelé pour me dire, le prêtre te rattrape, hein, il faut faire attention. Je lui ai dit, viens nulle part. Si tu vois sa voiture en panne sur la route, il ne faudrait pas que ça t'étonne. J'ai sorti le talisman, j'ai commencé par envoyer des incantations en l'air. Effectivement, le moteur de la voiture a coulé. Tout le monde l'a dépassé. Quand je suis rentré au cimetière, les dernières choses que j'étais censé faire, j'ai fait. Le corps est venu, on a mis le corps dans la tombe parce qu'ils ont dit, ils vont attendre la famille. J'ai dit, vous attendez qui? Mettez le corps dans la tombe.
Ils ont mis la dame sous le sol. On était en train déjà de verser le sable sur elle avant que le prêtre ne vienne. Et il me regarde. Je lui ai dit, le père, ça soit la première, la dernière fois dans ta vie que tu vas parler de moi. La prochaine fois que tu vas parler de moi, c'est la mort qui va parler avec toi. C'est juste un avertissement que je t'ai donné. Donc, je l'ai menacé. Tout le monde me regardait. Je l'ai menacé, mais avec quel courage même, je ne savais pas. Il faut avouer que les choses que moi-même j'avais mangées dans les une semaine de mon absence, là, les choses que j'étais allé manger pour revenir, c'était plus fort que moi. En fait, ça me rendait tellement dingue. Tu sais que même quand on a enterré le corps, on a fait demi-tour. Tu sais que même le corbillard qui transportait le corps est tombé en panne. Ça a fait 3 jours au bord de la voie. Toutes les voitures qui étaient derrière le corbillard avaient reçu un coup. Et 3 mois après l'enterrement, il y a la petite soeur de la défunte qui a remarqué que ses seins avaient enflé. Elle était allée chez un praticien qui lui avait fait les soins et c'est des bouteilles cassées avec des aiguilles qu'ils ont levées dans le sein. Ils ont dit qu'elle était allée à un enterrement et que c'est dans cet enterrement, ils avaient envoyé les trucs là pour que ça rentre dans le cadavre. Mais que comme elle était vide, c'est en elle que c'est rentré. Elle m'a appelé pour me dire que voilà ce qui est arrivé. Je lui ai dit, il faut poser la question à ta mère parce qu'elle en a quelque chose pour le décès de sa fille. Et aujourd'hui, on est là comme ça. Mais le monsieur en question aujourd'hui, on était bien même après la mort de sa femme, c'était moi qui le surveillais et tout. Je l'ai aidé à reprendre sa vie. Et dès qu'il a trouvé une autre femme maintenant, c'est fini, il a disparu avec cette femme, avec les enfants. Je ne sais même plus dans quel monde ils sont. Moi-même, je suis resté tranquille. Et je peux te dire que après le décès de cette femme, c'est comme si dans l'au-delà, elle m'a remboursé tous les efforts que j'avais fournis. Parce que c'était la première fois qu'on m'avait offert une voiture après son décès. Parce que quand elle est décédée, 2 mois après, on est allé sur sa tombe pour faire un truc, pour faire un petit rituel. Et quand on a quitté là, dans la même semaine, on m'a offert une voiture. Je suis revenu là au cimetière avec la voiture et son mari. Je lui ai dit, tu m'avais toujours promis que si le jour où on va m'offrir une voiture plus mieux que ce que je roule, que tu seras la première qui va conduire. Voilà que tu n'es plus là. Mais je viens quand même te montrer. J'ai déposé la clé de la voiture sur sa tombe. On a quitté le cimetière le jour là. C'est la pluie qui m'a tapé du cimetière jusqu'au pompillage. J'ai compris que oui, cette dame était derrière moi. Les portes sont ouvertes, j'ai gagné de l'argent comme je n'avais jamais gagné dans ma vie. Le mari aussi, il avait trouvé de l'argent, il avait acheté des parcelles et tout. Mais depuis qu'il a trouvé une autre femme, il est sombré et cette femme l'a reconduit chez son même père qui était à la base du décès de sa femme. Parce que c'est dans tout ça qu'il a compris que c'était le père qui avait vendu l'âme de son frère pour gagner de l'argent. Donc c'était en résumé un peu ma deuxième partie de l'histoire. C'est pour vous dire qu'on est en famille, mais on ne sait pas vraiment qui. Tout le monde peut vendre quelqu'un. Que ce soit ton père, que ce soit ton frère. Il faut juste se protéger. Si tu vas à l'église, il faut prier. Si tu vas chez le marabout, il faut savoir les crédits que tu vas faire. Si on te donne un médicament, il faut réfléchir avant de prendre. C'est pas tout ce qu'on t'amène que tu prends. Donc c'était ma deuxième part d'histoire. C'est déjà beaucoup long, la deuxième, donc je vais laisser la place à ceux qui sont en attente là, que voilà, chacun vienne aussi raconter sa part d'histoire. D'accord. Merci beaucoup, l'homme de l'ombre, pour tes histoires. Je t'en prie. Merci dans les commentaires, merci à ceux qui ont participé, merci à ceux qui ont envoyé les cadeaux à l'homme de l'ombre là, vraiment. Merci beaucoup pour les cadeaux. Pour une première fois, j'ai eu plus de bientôt 1000. Bon, je vais attendre que ça atteigne les 1000 cadeaux là. Je ne sais pas. Ah oui. Pour une première fois dans ton live, j'ai eu 1000 cadeaux. Oui, voilà. Ah oui. Waouh. Non, je dis merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Je prie pour vous. Que ce soit DMG, que ce soit tous les abonnés qui viennent ici, qui m'apprécient. Je vous prie santé, je vous prie longévité. Quand soit la tempête, la pierre ne meurt pas. Vous allez rester là où vous êtes. Et chaque jour que vous vous levez, je vais vous donner une clé aujourd'hui, une clé de bénédiction. Dites chaque jour quand vous vous levez de votre lit, dites quand la femme paye le sel au marché, on ne lui rajoute jamais du piment, c'est le sel qu'on lui complète. Quand la femme va au marché pour payer le sel, on ne lui complète jamais avec du piment. Tu ne veux pas acheter le sel, on va te compléter le piment, c'est le sel qu'on va te rajouter. Donc tout ce que vous allez prendre, vous aurez le double de ça, ça va toujours se rajouter. Ça va toujours se rajouter. L'argent va se rajouter, les maisons que vous avez vont se rajouter, la bonne vie que vous menez, les ancêtres, Dieu que vous priez, que celui qui prie Allah, que celui qui a son marabout, tout ce que vous faites, vous allez toujours l'obtenir dans le bon sens. C'est ma prière pour vous. Merci beaucoup. D'accord. On va prendre
quelqu'un pour une autre histoire. Merci beaucoup pour la force que vous donnez à tous ceux qui participent là. C'est énorme, c'est gentil.